Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. C'est quand j'ai appris à m'aimer, à être dans l'empathie avec moi-même que je peux être dans l'empathie avec mon enfant. Sinon, c'est une empathie apprise. Il y a plein de livres maintenant qui expliquent comment développer... bon, moi, je veux bien, ok, mais si c'est fait avec la tête, l'empathie, c'est le cœur, en fait. Donc, si c'est une compréhension des émotions, c'est mieux que rien. Mais la vraie compréhension, elle est dans le cœur. Et encore une fois, on ne touche pas du tout le même endroit avec les enfants. Bienvenue, merci d'être avec nous et merci de votre fidélité. Elle s'appelle Marion Magdala, elle est installée sur les canapés docteur Marion Magdala. Bonjour. Bonjour. On dit bien ça? Oui, quand on a un doctorat en psychologie clinique, on dit en France, on ne dit pas docteur. On dit pas docteur? Non, pas en France. Non, on dit psychologue clinicienne ou docteur en psychologie, mais pas docteur Magdala. Bon, pas en France. Docteur en psychologie clinique. Merci d'être là. Vous avez fait une thèse sur la parentalité des mères souffrant de troubles psychiques. Tout à fait. La première question, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, c'est du vécu? C'est du vécu, effectivement. Pas dans le cadre de la pathologie que j'ai décrite, parce que c'était davantage sur une maladie mentale, plutôt de la schizophrénie, mais effectivement, une parentalité avec une maman qui avait une dépression. Donc, tout ça m'a amené aussi vers le chemin qui m'amène à parler de la parentalité intérieure aujourd'hui. La parentalité intérieure, on va voir ça évidemment avec votre site et on le mettra plusieurs fois en présentation pour que l'on sache exactement de quoi on parle. Devenir son propre parent et apprendre à s'aimer pour aimer autrement, aimer l'autre. D'abord, je pense que c'est sans doute une des bases fondamentales. Ça fait partie des fondamentaux de l'existence. Tout à fait, oui. Commencer par s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Est-ce que vous êtes capable de vous dire ça tous les matins quand vous vous levez? Aujourd'hui, de plus en plus. Alors, ça a été vraiment tout un chemin intérieur et vraiment de construction. Et justement, ce travail autour de la thèse, où j'ai eu quelque chose qui m'a poussée à comprendre à l'extérieur la parentalité et comment aider une mère ou un père, mais là, en l'occurrence, c'était plutôt tourné sur la maternité avec une pathologie pour finalement comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose d'une structure à l'intérieur qui n'existait pas et qui m'empêchait d'être pleinement reliée à moi-même. J'ai tellement appris à être dans le lien à l'autre et à aider l'autre que la notion de moi-même et l'empathie pour moi-même n'existait absolument pas. Avec un syndrome de la sauveuse, du sauveur? Complètement. Un parent pour mon parent. Enfin, j'étais vraiment dans ce rôle. Quel nom ça porte, ça? Les enfants qui... La parentification. La parentification, exactement. Parentification, donc solitude, évidemment, une maman souffrante, un père absent. Exactement. Et vous êtes dans cet univers-là où c'est là où on dit souvent que j'ai grandi trop vite. Beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite avec une absence de repères, de cadres, et ce qui fait que la vie d'adulte a été pleine de péripéties, mais avec un vrai chemin intérieur de reconstruction. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que même quand on a souffert, il y a vraiment cette possibilité de se retrouver. Ça demande un chemin, c'est pas magique, mais en tout cas, les choses sont possibles. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que oui, je peux aller voir la petite Marion et je peux vraiment me dire je m'aime. Il y a des moments moins, il y a des moments où je glisse, mais en tout cas avec beaucoup plus de conscience, ça c'est certain. Vous avez souffert jusqu'à quel point? J'ai été très souvent, très longtemps dissociée à tel point que je me rends compte à quel point j'ai une hypersensibilité aujourd'hui. Pendant des années, jusqu'à peut-être mes 30 ans, j'étais complètement coupée de moi-même. J'ai commencé un travail de thérapie à 24 ans, poussée par 2 accidents de voiture, rien de grave, mais suffisamment pour réveiller mes émotions. Pardonnez-moi, qui vous incite à être accompagnée? J'ai envie de dire la vie, mais c'est parce que j'étais bousculée par des émotions. Vous le ressentiez quand même intérieurement, donc c'est vous qui faites la démarche. C'est moi qui fais la démarche. Là, je pouvais plus du tout gérer mes émotions, tout en gardant un contrôle, parce que quand même en thérapie, j'essayais de garder le contrôle. Et c'est à partir de 30 ans, là, il y a vraiment eu quelque chose qui m'a complètement échappé et qui m'a amenée à aller beaucoup plus en profondeur et à lâcher le mental. Je dis pas que j'y arrive tous les jours, mais en tout cas, il y a un endroit où je pouvais plus faire autrement, ça c'est certain. On peut savoir ce qui s'est passé?
C'est assez curieux. Il y a une période, c'était en 2011, j'ai eu un peu un sentiment un peu comme une lumière qui s'est ouverte à l'intérieur. J'arrivais plus à dormir. J'ai fait des crises d'insomnie sur 3 semaines. Et il y a quelque chose vraiment d'un bouleversement qui m'a amené à l'expérimenter différents champs, pas que le champ de la psyché, parce que la psyché me permettait de comprendre, mais je me rendais compte que comprendre, je savais faire. D'ailleurs, j'étais jusqu'à la thèse pour comprendre. En fait, j'ai rien compris. Enfin, oui, j'ai compris à un certain niveau, mais ce que je veux dire, c'est que intérieurement, ça demande vraiment une rencontre avec la part émotionnelle, aussi la part énergétique, la part corporelle. Et là, ça m'a vraiment demandé tout un travail de reconstruction. Parfois, on se demande, lorsque des gens vont jusqu'à effectivement faire des thèses, obtiennent ce doctorat, est-ce que vous le faites comme un outil thérapeutique ou est-ce que vous le faites dans le challenge de l'étude et du titre? A priori, objectivement, c'était pour le challenge. Après, bien évidemment, mais ça, je vous le dis avec le recul, il y avait une réparation intérieure. Mais la réparation intérieure, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi dans mon parcours professionnel, parce que j'étais assistante sociale, ensuite psychologue, après j'étais jusqu'au doctorat, sans vraiment comprendre pourquoi je suis allée jusqu'au doctorat. J'étais déjà installée en libéral. Bon, ok, je sens un peu l'appel, donc j'y vais. Et finalement, c'est bien plus tard que j'ai compris que, oui, en fait, ça parlait de quelque chose de bien plus profond que... Qu'est-ce qui vous a le plus aidé, l'accompagnement que vous avez pu avoir avec les différents psychologues, psychiatres psychiatres qui vous ont suivi, psychologues qui vous ont suivi, ou justement le fait d'avoir couché sur le papier cette thèse qui vous permet peut-être à un moment donné de vous ouvrir? J'ai envie de dire un peu des deux. Ce qui m'a intéressée par rapport à ce travail de thèse, c'est de rencontrer des mamans qui n'ont jamais été vues comme des mamans. C'est-à-dire qu'elles sont vues comme des patientes avec une pathologie mentale, ce qui m'a d'ailleurs valu beaucoup de difficultés pour pouvoir accéder à un certain nombre de mères, parce que je devais passer par les médecins. Des témoignages. Et oui. Donc je devais passer par des psychiatres qui devaient donner l'accord ou non, et ça a été extrêmement compliqué. Bien sûr. Et du coup, d'aller les voir et vraiment de pouvoir me dire, mais c'est la première fois que l'on me voit en tant que mère. Et ce qui est venu réparer, je crois très sincèrement, c'est le fait qu'elles aient pu me dire, mais qu'elles aimaient leurs enfants. Et que, évidemment, qu'il y a la maladie et qu'il y a une absence de conscience pour certaines d'entre elles, mais il y avait vraiment une volonté d'aimer. Alors, pas un amour sécure, mais néanmoins, il y a quelque chose d'une répétition, d'un schéma inconscient. Souvent, ce sont des histoires de vie extrêmement compliquées. Mais ça a réparé une part de moi, de sentir que, ouais, il y a de l'amour. Et tout l'enjeu de ma thèse, c'était de montrer qu'avec vraiment ce qu'on appelle la résilience assistée, c'est-à-dire des professionnels qui entourent, ça permet vraiment aux mères ou aux pères, encore une fois, mais de pouvoir assumer leur parentalité. Donc ça m'a fait du bien à l'intérieur. Et après, évidemment, le travail beaucoup plus introspectif et la rencontre avec la petite Marion, qui a été vraiment extrêmement difficile d'aller voir cette part émotionnelle, parce que je m'étais à distance et, encore une fois, j'avais besoin de maîtriser, donc je gardais avec mon mental, sans vraiment comprendre en plus l'intérêt d'aller voir ma petite fille intérieure.
Et à partir du moment où j'ai pu accéder à cette part-là, vraiment quelque chose d'une transformation parfois extrêmement difficile, mais tellement... Alors, ce qui est intéressant, Marion, dans votre approche, c'est qu'il y a une dimension clinique et spirituelle. Oui. Quand on parle d'aller voir la petite Marion, cet enfant intérieur, on a plus tendance à tout de suite avoir un repère ou une étiquette ou un éclairage spirituel. Et pourtant, pas tant que ça. Ouais. Alors déjà, Jung a beaucoup parlé, donc qui était psychanalyste, et qui a parlé de l'enfant intérieur. Mais en fait, quand on comprend un peu mieux l'importance de l'enfant intérieur, la visualisation permet réellement une transformation du système limbique, le cerveau émotionnel. Le cerveau émotionnel, c'est jusqu'à nos 6 ans, quand on est enfant, en fait, on fonctionne essentiellement avec ce système limbique. On ressent tout. Donc, on a une empreinte émotionnelle de ce que l'on capte. Pas de ce qu'on comprend, forcément, parce que le cortex est encore trop petit, mais de ce que l'on capte. Et ça, dès la vie intra-utérine. Donc, d'aller voir son enfant intérieur, c'est pas métaphorique et c'est pas seulement une rencontre, je visualise avec ma tête. Au contraire, c'est ressentir. Pourquoi ressentir? Parce que quand on ressent, on laisse une nouvelle empreinte pour ce cerveau émotionnel et c'est là où le travail de réparation se fait. Mais il n'y a pas que l'image ou cette pseudo-visualisation, le côté pratico-pratique. Comment est-ce que vous allez à la rencontre de cet enfant intérieur? Pratico-pratique. Il y a plusieurs temps. Moi, la première fois, j'ai mis à distance, j'avais vraiment un rejet de cette petite fille. J'ai compris plus tard que je répétais la manière dont j'ai été aimée. C'est-à-dire que je me rejetais, mais parce que j'ai été rejetée enfant. Donc ça m'a demandé du temps, de la patience. Je suis passée d'abord par la compréhension, par des photos. Et au fur et à mesure d'aller voir les parts qui étaient un petit peu moins dangereuses, pour le dire ainsi. Et je sais pas, il y a des portes qui s'ouvrent, un peu comme vous savez, les poupées russes là qu'on ouvre, ce qui permet d'aller de plus en plus en profondeur et d'aller parfois jusqu'à la vie intra-utérine en visualisation. Après, il y a un endroit où c'est aussi mon corps qui me guidait, c'est-à-dire que j'ai évidemment pas de souvenir de la vie intra-utérine, mais à partir du moment où je pose l'intention un peu en état modifié de conscience, accompagné, en fait, il y a un endroit où on peut ressentir les moments dans la vie intra-utérine, capter des informations pour les libérer. Donc, on n'a pas forcément toujours le sens, j'ai pas toujours eu le sens, mais en tout cas, le corps, il ment pas. Le corps, lui, l'a ressenti, et le corps, lui, il arrive à se dégager, à se libérer des émotions qui ont été impactées. Et vous savez que dans cette grande mouvance du développement personnel, quand on parle justement de l'enfant intérieur, ces deux mots, enfant intérieur, est souvent décrié. Et vous avez même des coachs ou même des thérapeutes qui ont pignon sur rue, qui écrivent et qui vendent beaucoup de livres et qui sont capables de vous dire l'enfant intérieur, c'est des conneries. Il n'y a pas d'histoire d'enfant intérieur. Je les invite à venir me voir et à expérimenter. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais vraiment, je les invite à venir expérimenter. Il y a vraiment comme je vous dis, comme il y a vraiment une libération au niveau du système limbique, on vient redonner une empreinte. Et l'intérêt de l'enfant intérieur, c'est aussi de devenir un parent intérieur. Je m'explique, c'est que quand on a eu des parents qui certes ont fait comme ils ont pu, mais parfois mal et parfois avec beaucoup d'insécurité, le fait de pouvoir reconstruire à l'intérieur des figures d'archétypes comme le père et la mère, ou d'autres figures, ça permet d'apporter à la fois le soin, la figure du soin, et de la protection pour apporter une sécurité intérieure. C'est pour ça que je vous dis, ça demande vraiment un chemin, et surtout de s'ouvrir à une empathie envers soi-même, donc envers son enfant intérieur. Son enfant intérieur, c'est une part intérieure, encore une fois, c'est soi avec soi-même. Donc moi, toutes les personnes qui doutent, pour avoir accompagné des centaines de personnes et pour avoir fait ce chemin intérieur, je suis très ouverte pour qu'elles viennent me voir. Alors, c'est intéressant parce que quand on reprend effectivement la thèse que vous avez validée sur la parentalité des mères souffrant de troubles psychiques, mais en fait, votre approche s'adresse à toutes les mères, troubles ou pas troubles. J'ai même envie de vous dire à toutes les personnes. À toutes les personnes. Ah oui, pas que les parents, bien sûr, bien sûr. Il y a certes les parents, parce que plus vous êtes en conscience avec votre enfant intérieur, plus vous pouvez répondre à votre enfant sans projection, parce que souvent les difficultés qu'on peut avoir dans la relation parent-enfant, c'est nos propres projections. Parce qu'à partir du moment où on est en conscience, on peut écouter l'enfant avec empathie, sans être dans la réaction, parce que la réaction, elle parle de nous, elle parle plus de l'enfant.
mais également toute personne, j'ai envie de dire, de notre entourage, parce qu'on est toujours en réaction, en effet miroir avec des personnes qui viennent réveiller nos blessures intérieures. Donc, toute personne, effectivement. C'est vrai, quand je parle de parents intérieurs, et j'ai beaucoup travaillé sur la parentalité, donc j'ai entre guillemets, un public, c'est pas très joliment dit, mais des personnes qui sont clientèle. Clientèle qui sont plutôt centrées sur la parentalité, mais j'ai plein aussi de personnes qui viennent soit pour un projet de parentalité, ou juste parce qu'elles vont mal et qu'elles ont envie de se retrouver sans conscience qu'à travers le travail que je vais leur proposer, elles iront voir leur enfant intérieur et découvrir la parentalité autrement. Ce qui est déjà un aveu que de faire la démarche. Venir franchir le cap de votre cabinet ou éventuellement les consultations en visio, peu importe la manière dont vous fonctionnez, mais faire la démarche, c'est déjà une prise de conscience. Complètement. Et encore une fois, je trouve que les personnes sont très courageuses d'aller voir dans ces endroits parce que, comme je vous le disais, ça paraît métaphorique, mais d'aller retoucher l'émotion, d'aller ressentir dans le corps l'endroit qui a été blessé, c'est extrêmement douloureux, c'est réactiver une douleur intérieure. Mais c'est aussi le fait de se dire que ce parent comprend que le problème vient de lui et pas nécessairement de se dire si mon enfant est comme ça, c'est parce qu'il est comme ci, ou il a un caractère comme ça, ou une hypersensibilité comme ceci, ou Vous voyez ce que je veux dire? La porte d'entrée, souvent, c'est l'enfant. Ok. Voilà, souvent c'est l'enfant, mais j'explique très vite et les enfants, enfin les enfants intérieurs, les parents comprennent très vite parce que c'est eux. Je les interroge exactement. Je les interroge sur ce que ça vient faire à l'intérieur. Du coup, les personnes comprennent très vite qu'en fait, oui, il y a une projection. Et quand c'est clair à l'intérieur pour le parent, il n'y a plus les mêmes réactions, ce qui fait que ça permet vraiment d'aller voir son enfant en tant qu'être à part entière, avec son chemin, parce que lui aussi, il a son chemin et ses expériences à vivre, sans être dans une forme de confusion émotionnelle, d'une certaine manière. Ni de culpabilité. Et de culpabilité. Et j'insiste, l'idée, c'est vraiment de dégager toute culpabilité. On fait tous comme on peut. Oui. La culpabilité qu'on ressent, c'est pareil. Elle parle de notre enfant intérieur, mais personne n'est Bouddha. Et dans le lien avec l'autre, il y a toujours un effet de résonance. Donc c'est OK. Plus on en a conscience, moins on se fait du mal. Est-ce que la docteure en psychologie clinique que vous êtes à cette dimension spirituelle? Vous allez me répondre oui, jusqu'au transgénérationnel. On sait combien le transgénérationnel est important. Bien sûr. Est-ce que dans un doctorat en psychologie clinique, cette dimension-là apparaît? Bien sûr. Alors, j'en ai pas parlé en tant que tel dans ma thèse parce que ça s'y prêtait pas. Mais encore une fois, dans mon travail clinique, mais aussi dans mon chemin intérieur, bien évidemment. C'est même incroyable. Mais aujourd'hui, la psychologie... accepte ça, entend ça? Bien sûr, il y a des... Sur les bancs de la fac de psycho, on peut parler de transgénérationnel? De psychogénérationnel, bien sûr. Ah ouais? Alors, encore une fois, moi, dans l'université, il y a quand même une grosse part à la psychanalyse, mais on peut en parler. Après, il y a des DU qui sont complémentaires, mais en tout cas, c'est pas du tout rejeté en tout cas, pas dans l'université que j'ai pu suivre. Et moi, j'étais très orientée déjà sur la parentalité, donc je pense que j'allais aussi vers des enseignants qui étaient dans cette ouverture, mais... Encore une fois, l'épigénétique montre que au sein même de notre ADN, on peut pas faire on peut pas ne pas transmettre. C'est sûr. Surtout 90% de ce que l'on transmet est inconscient. Donc, et c'est ça qui est merveilleux. Alors, dans le transgénérationnel, on dit qu'à partir du moment où on fait le travail là, à l'instant T, où on décide de le faire, on peut effectivement retravailler sur les générations de nos aïeux. Exactement. Donc ça, vous faites aussi dans cette approche? Les générations d'avant. Et celle d'après, bien sûr, c'est qu'à partir du moment où vous libérez la mémoire, vous libérez pour la lignée. Mais c'est ça qui est intéressant, que c'est vraiment important que ce soit vous qui le disiez en plus de ça. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance, et on nous le reproche de temps en temps, en disant là, vous recevez que des gens qui sont en lévitation, qui mangent des graines et qui dorment sur des nuages. Mais on voit bien que le cursus que vous avez est quand même un cursus qui est quand même basé sur la science. Et c'est vraiment ce qui est important pour moi, c'est que la spiritualité, elle est ancrée. À partir du moment où les personnes me disent, non, en fait, la spiritualité, elle est à l'intérieur, elle s'ancre, sinon il y a quelque chose de désincarné et qui peut faire you-you. Enfin, oui, c'est ça, bien sûr. Voilà, non, là, il y a une dimension spirituelle, je veux dire, on est fait de la matière, mais il y a aussi une dimension qui est... Et ça aussi, plus je me suis éveillée, plus je suis rentrée dans cette
dynamique intérieure, plus c'est devenu une évidence, qui était en réalité déjà là, parce que quand je pense à moi enfant, il y avait déjà cette conscience très forte que Dieu existait. Quand j'allais dans une église, c'était une évidence, sans comprendre pourquoi, mais je comprenais pas que les gens le comprennent pas. Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'un non-sens. J'ai coupé avec la spiritualité, notamment en raison de, ma foi, plus que la spiritualité, parce que je suis tombée enceinte très jeune. Oui. Et là, j'ai eu un sentiment de trahison par la vie qui fait que je me suis complètement coupée. À l'adolescence? À 15 ans, très jeune. Hein, donc, comme je vous disais, l'absence de repère total. Et ce qui fait qu'à un moment donné, avec ce chemin intérieur, j'ai pu aussi me réconcilier avec la part divine, mon âme, finalement, ce que je suis venue faire ici, ce que je suis venue apporter dans cette vie. Et c'est évident aujourd'hui que mon IVG participe grandement à ce que je suis venue faire aujourd'hui autour de la parentalité intérieure. Est-ce que tous vos patients savent qu'il y a dans un processus de réconciliation, d'ouverture, de travail sur cet enfant intérieur, une dimension spirituelle? Les personnes qui me connaissent, oui, parce que c'est assez clair, je pense, dans ma manière d'en parler. Mais encore une fois, elle est ancrée. J'aborde la dimension énergétique parce qu'encore une fois, on a une énergie de vie qui fait que selon les blocages émotionnels ou même les corporels, il y a besoin de remettre du mouvement intérieur pour libérer. Quand on libère l'émotion, on libère une énergie. Hein, tout est énergie. Même les pensées, c'est une énergie. C'est pour ça que, encore une fois, on ne peut pas ne pas transmettre. Mais les personnes le comprennent et le captent, je crois. Et est-ce qu'on peut faire sans? Est-ce qu'on peut ne pas aborder cette dimension-là pour un processus de comment dirais-je, pas de réconciliation, mais ce processus de soins et d'accompagnement? On pourrait émettre ça? En tout cas, je pense très sincèrement qu'à partir du moment où vous rentrez en conscience, et j'ai presque envie de vous dire jusqu'où vous êtes prêt à aller et jusqu'où vous avez envie d'aller, il y a un moment donné, c'est inévitable. Mais j'ai des personnes qui, à partir du moment où elles comprennent, elles pressentent leur petite fille ou leur petit garçon intérieur et elles s'arrêtent parce que là où elles en sont aujourd'hui, c'est OK. Ça suffit. Après, il y a des moments, des passages, des personnes qui reviennent. Et j'ai envie de dire chacun son chemin. Mais quand vraiment vous êtes dans ce processus d'éveil et de chercher à être en conscience, on a différents champs de conscience et la spiritualité fait partie d'un des champs de conscience. Et c'est un facteur de protection, c'est-à-dire que je parlais de la résilience des mères des parents qui ont un trouble un trouble psychiatrique, mais en réalité, c'est aussi un facteur de protection et ça, la science l'a montré, c'est que à partir du moment où il y a la foi, ça aide aussi à donner un sens à la vie. Et il me semble qu'on a besoin aussi de trouver du sens à notre vie pour être dans cette énergie, dans ces projets, dans cette créativité. Il doit y avoir, à un moment donné, dans votre accompagnement, cet instant charnière où vous faites bien comprendre aux parents que c'est lui le problème. Dès la première séance. Ah, dès la première séance. Oui. Après, j'insiste, c'est pas tant le problème. Oui, je dis problème, c'est pas le bon mot, mais il doit y avoir... C'est juste pour que les personnes qui vont entendre sentent que c'est pas le problème, c'est plus l'effet miroir. Oui. Dès la première séance, et les personnes, si elles ne sont pas OK avec ça, je suis pas la bonne thérapeute. Voilà, je force pas les gens à venir me voir, mais c'est juste que l'enfant est un symptôme de quelque chose de plus important. Et je trouve ça extrêmement important que l'enfant l'entende. Parce que des enfants qui viendraient, et vous voyez, je fais le lien avec le moment où j'étais assistante sociale, c'était pour protéger les enfants. Et il y a un moment donné, de voir que des enfants pouvaient être placés ou avec des mesures éducatives sans que le parent comprenne réellement, parce que comme il y a des répétitions transgénérationnelles de violence et de maltraitance, avec parfois le sentiment de faire mieux que leurs propres parents, en fait, l'enfant, il y a un truc qu'il ne peut pas bien comprendre parce que le parent lui-même n'a pas pleinement conscientisé ce qui se passait. D'où ma reconversion en psychologie. Et là, aujourd'hui, c'est très clair que dès le départ, je pose que c'est la famille que j'accompagne, c'est pas que l'enfant. C'est fou quand même, il n'y a pas de hasard. Hein. Non. Votre cheminement, il n'y a pas de hasard. Hein. Le fait d'être assistante sociale pour défendre ces enfants en souffrance, enfants que vous avez été en souffrance, c'est incroyable. Hein. Et quand ma toute première thérapeute, à un moment donné, mais peut-être au bout de 3-4 ans de thérapie, elle me dit mais vous savez, Marion, ce qu'est un enfant maltraité? Oui, je comprends. Oui, je vois pas le sens. En fait, il m'a fallu du temps, plusieurs années de thérapie après, pour que je comprenne. Ah bah oui, en fait, j'ai été.
une petite fille Vous maltraitée. étiez dans ce déni-là? Ah oui. Parce que comme j'ai toujours pris soin de mon parent, il y avait quelque chose de l'ordre de la loyauté aussi. C'est pas de sa faute, elle est malade. Ce qui est vrai. Mais en réalité, c'est pas entendable pour un enfant. Mais c'est toute la difficulté quand un parent est malade. Sentir, elle fait vraiment au mieux parce que c'est compliqué pour elle. Et en même temps, pour un enfant, ça n'apporte pas la sécurité nécessaire. Mais parce qu'on a souvent tendance à faire un raccourci un peu rapide qui consiste à dire que enfant en souffrance égale maltraitance physique ou psychologique. Or, il n'y avait pas nécessairement ces deux-là. Si? Alors, je suis assez nuancée sur la maltraitance psychologique, l'absence de sécurité, l'absence de cadre, l'absence de contenance, tout ça, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance? Oui. C'est Voilà. de la maltraitance. Ouais, c'est de la négligence. Ça fait partie de la maltraitance. Là, il y a beaucoup qui vont se sentir concernés. Hein. J'entends. Et je sais que quand en séance, je parle de maltraitance, je sens souvent les personnes. J'insiste, l'idée, c'est pas de stigmatiser, c'est juste de comprendre à l'intérieur que pour un enfant, aucune violence n'est acceptable. Même si le parent fait au mieux, même si ça peut paraître des choses anodines, mais ça crée un stress au quotidien chez l'enfant et ça a des conséquences délétères sur l'avenir. C'est peut-être le mot qui n'est peut-être pas bon. Maltraitance. Malmené, mais c'est à l'inverse de bientraitance, maltraitance. Je pense qu'on y met le côté enfant maltraité de l'aide sociale à l'enfance. Mais en réalité, c'est plus l'inverse de bien traité. Mais je peux comprendre la réaction du parent qui dit « Quoi ? Non, mais moi, j'ai pas de maltraitance avec mon enfant. » Et tous ces parents qui viennent de bonne foi, sans doute. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et je connais aucun parent, et même quand j'étais assistante sociale, qui faisait du mal consciemment et volontairement à son enfant. Il y en a, parce qu'il y a de la psychopathologie, parfois, mais en l'occurrence, vous voyez, tout ce qui est la psychopathie ou de la perversion. Mais quand même, globalement, il n'y a pas de volonté, mais il y a des répétitions de schémas, d'où on approche de la parentalité intérieure. Plus on intériorise ce qu'est un parent. Moi, c'est tout mon travail d'aller chercher à l'extérieur, c'est de comprendre ce qu'était un parent. Encore une fois, je ne l'ai pas compris sur l'instant, pour me rendre compte qu'en fait, à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'était, j'en ai pas eu. J'ai eu un père et une mère, mais un papa et une maman, ça, c'est encore une autre dimension. Et j'ai vraiment dû apprendre à l'intérieur à ressentir, en visualisant pour laisser une empreinte. Ça fait quoi d'être porté au sens physique et psychique du terme? Alors, cet effet miroir de ce parent qui vient vous voir et qui, par répercussion, évidemment, va agir sur son enfant, l'effet miroir qui consiste à aider le parent, vous voyez les résultats sur le comportement de l'enfant sans avoir à intervenir sur l'enfant. Exactement. Donc il y a bien cet effet miroir qui fait que... Ah, d'accord. Donc au fur et à mesure de l'évolution des parents, vous sentez l'évolution de l'enfant. C'est qu'à partir du moment où je prends conscience, je vous parlais du rejet, je prends conscience qu'à un moment donné, je ressens du rejet, je rejette mon fils et qu'en réalité, ça parle de ma blessure à moi. Du coup, je le transforme, j'ai conscience de ce qui se passe. Le fait d'en avoir conscience, ça aide déjà l'enfant. Inconsciemment, encore une fois, 90% de ce qui se passe est inconscient. Du coup, l'enfant, en fait, il comprend très vite que ça lui appartient pas. Ce qui est encore mieux, c'est de lui expliquer. Peut-être que là, tu sens que je te rejette, mais en fait, c'est pas toi que je rejette, ça parle de moi. Et l'enfant, il capte pas forcément avec son cortex, encore une fois, il est trop petit, mais il comprend l'intention. Et c'est l'intention qui compte, c'est vraiment ce qui vient du cœur. Alors ça, c'est valable quand on est tout petit? Non, je crois qu'on est toujours tout petit à l'intérieur. Sans doute. Mais quand il s'agit d'intervenir sur un parent qui a une difficulté, effectivement, avec son enfant, en bas âge, quand on commence à monter dans l'adolescence, c'est exactement pareil. C'est plus simple ou plus compliqué? Le langage du cœur, je crois qu'il est universel, mais même en tant qu'adulte, si je vous parle avec mon mental, je ne vais pas toucher le même endroit, ne serait-ce qu'au niveau vibratoire, inconscient, énergétique. Donc c'est exactement ça. C'est là, en touchant les émotions, je touche une part beaucoup plus intime, et c'est là où le message peut être plus profond. Sinon, vous allez me comprendre intellectuellement. Les enfants vont comprendre intellectuellement, ils vont répéter. Donc c'est vraiment quelque chose d'une rencontre de cœur à cœur. Ça paraît un peu galvaudé de dire ça, mais c'est vraiment ça. Et cette rencontre de cœur à cœur, elle se fait en présence et des parents et des enfants? Déjà, avec soi-même, j'insiste sur ça, mais déjà d'être dans l'empathie avec soi-même. Et ensuite, c'est quand j'ai appris à m'aimer, à être dans l'empathie avec moi-même, que je peux être dans l'empathie avec mon enfant. Sinon, c'est une empathie apprise. Il y a plein de livres maintenant qui expliquent comment développer... moi, je veux bien, ok, mais si c'est fait avec la tête, l'empathie, c'est le cœur, en fait.
Donc si c'est une compréhension des émotions, c'est mieux que rien. Mais la vraie compréhension, elle est dans le cœur. Et encore une fois, on ne touche pas du tout le même endroit avec les enfants. C'est là où, c'est là où parfois il subsiste une dimension, j'allais dire, d'explication assez abstraite. Toucher avec le cœur. Les émotions avec c'est très abstrait. Ah oui, vous trouvez, avec l'empathie? Ouais. Avec empathie, en fait, c'est vraiment toucher les émotions des enfants. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour que tu sois triste? Vous voyez, c'est hop, je touche le cœur, là. Je touche la partie émotionnelle. Et si j'explique seulement, ah bah, t'as fait tomber, je dis n'importe quoi, t'as fait tomber ton jouet, c'est pas bien, il va comprendre intellectuellement. C'est vraiment de poser les émotions sur ce qui se passe. Si je suis en colère, d'exprimer pourquoi je suis en colère. Et de voir ce qui se passe c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une dynamique d'empathie qui est pas facile, qui s'apprend. C'est pour ça que je dis, elle s'apprend vraiment sans doute. Dans une rencontre avec soi-même. Parce qu'il faut l'avoir vécu. Et oui. Il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir expérimenté, il faut avoir grandi avec. Les gens savent, alors maintenant oui, ils vont le savoir, hein, mais les gens savent votre parcours, connaissent votre histoire avant de vous consulter? Non. Non. Enfin, je le cache pas, mais en l'occurrence, je suis la thérapeute, j'en parle pas forcément. Je peux parfois aborder un peu des choses personnelles, un peu en soutien pour montrer que, en fait, j'ai réussi, donc vous pouvez réussir. Si je sens que c'est nécessaire. Mais non, après, je pense que les gens sentent aussi, de par ma sensibilité, que c'est aussi du vécu, parce que je pense pas qu'on puisse être psychologue. Enfin, en tout cas, être dans cette dimension s'il n'y a pas un parcours de transformation intérieure. Transformation, absolument. Est-ce qu'on peut se dire, dans ce parcours de transformation intérieure, ça y est, c'est fait. J'y suis arrivé. Ou est-ce que c'est véritablement, comme on le dit toujours, un parcours d'une vie et qu'il y aura un schéma perpétuel, répétitif, qu'il faudra toujours être dans cette démarche-là intérieure? En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a des endroits où, comme j'ai appris à les identifier, je tombe parfois toujours sur la peau de banane, mais je me relève plus vite. Moi, ma petite blessure là d'abandon et de rejet, je sens bien qu'elle peut venir me travailler facilement, mais je la repère, ce qui me permet d'aller voir à l'intérieur et plutôt que d'attendre de l'extérieur. Mais encore une fois, parfois, je tombe dans les peaux de banane. Sur 1 ou 2 journées, je tourne en rond pour me dire, mais non, en fait, ça parle pas de l'extérieur, ça parle de l'intérieur. Donc, tout est expérience. Donc, je ressens que là où j'en suis, j'ai fait une bonne partie de réparation. Après, je pense que la vie est encore longue. Il va me challenger à certains endroits. Et tant mieux, parce que ceci me semble-t-il intéressant de continuer à grandir et d'explorer d'autres champs. Qu'est-ce qu'un bon parent? Être un bon parent, est-ce qu'il y a une définition générique? J'ai envie de vous prendre la définition de Winnicott parce que je la trouve très juste. Il parle de parents suffisamment bons. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas grave, personne n'est parfait. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de faire des erreurs. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir reconnaître et de pouvoir aller voir à l'endroit où on a merdé, où on s'est trompé, de pouvoir s'excuser. C'est l'amour et la sécurité. Et j'insiste sur sécurité parce que c'est bien d'aimer, c'est important, mais l'amour sans sécurité, ça reste de l'insécurité pour l'enfant. Donc il y a vraiment la nécessité d'aimer et de sécuriser. Des fois, on est un peu moins sécure que d'autres. Des fois, on est un peu moins disponible. Mais encore une fois, c'est pas ça qui est grave. C'est l'intention, c'est l'échange, et c'est de pouvoir reconnaître que en face, on a un petit être qui lui aussi ressent et puis peut aussi exprimer les choses à sa manière. Et parce qu'encore une fois, un enfant a aussi son chemin intérieur et on peut pas empêcher. Ça, je me permets de le dire parce que moi, ça a été un peu. Je vais travailler sur moi pour être une super maman et ne pas transmettre. En fait, un enfant, il a aussi son chemin intérieur et lui aussi va avoir des épreuves. Ça aussi, ça a été tout un chemin pour moi d'accepter que mon enfant, il va aussi souffrir et que c'est ok, je serai là pour l'accompagner à ce qu'il comprenne et que ça fasse un peu moins mal. En tout cas, j'essaierai. Vous avez dit un mot qui était très important dans votre explication. Vous avez parlé du pardon. Oui. Ah ouais. Doit-on demander le pardon? Ça dépend à qui. Je crois que c'est surtout à l'intérieur. Et ça aussi, c'est un chemin. C'est-à-dire que
d'aller voir son parent, ou d'ailleurs toute personne qui a pu nous blesser, d'exprimer d'excuser. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et je crois que le pardon, il est vraiment aussi par rapport à son chemin de vie. Je peux aussi peut-être, à un endroit, me pardonner d'avoir dû vivre ça pour mon évolution. C'est une explication. Mais je vous dis, ça demande tout un ça chemin. Aussi, hein. Voilà. On est à la limite de la migraine quand on commence effectivement à se plonger dans cet angle-là. Hein. Oui, c'est clair. C'est pour ça que je vous dis, on est dans une dimension plus profonde, mais qui demande vraiment du temps et tout un chemin et qui ne se force pas. Vous savez, on a reçu évidemment la parentalité, on a fait quelques émissions sur ce sujet-là avec des psychanalystes, des psychiatres, et notamment quelqu'un que j'embrasse qui se reconnaîtra et qui disait « mais on a le droit de ne pas aimer ses parents. Bien sûr. On a le droit de ne pas les pardonner. Même si on dit ils ont fait comme ils ont pu, avec leur code, avec leur éducation, avec l'engrammage, les fondamentaux qu'ils ont eus, qui n'étaient sans doute pas adaptés à ce dont on avait besoin nous. Mais on a le droit de ne pas les aimer. » Bien sûr. Et je ne sais pas si c'est une histoire de droit ou pas droit, c'est plus de réconciliation avec soi-même. C'est-à-dire qu'on peut ne pas... moi, la première, je ne vois plus mon père, donc l'idée, ce n'est pas de continuer un lien qui fait du mal, mais c'est en tout cas à l'intérieur vraiment de pouvoir sentir que c'est juste ainsi, de se pardonner aussi, de ne plus être en lien avec lui. Mais vous lui avez pardonné ? Non, pas tout à fait. Ah. Je serais malhonnête de vous dire oui. Non, il y a encore un chemin de construction à cet endroit-là. Je sens qu'il y a encore... Est-ce que ce chemin de construction nécessite d'être face à lui ? Non. Ça, je sens que c'est avant tout avec moi-même. Peut-être qu'à un moment donné, le jour où ce sera juste, je pourrais, si c'est pas trop tard, revenir vers lui. Mais c'est surtout avec moi-même. C'est pour ça que c'est un chemin intérieur, c'est pas tant pour la personne extérieure. Et ça suffit ? Je ressens que oui. Je vous dirais. Non, mais en règle générale, au-delà de votre cas personnel, lorsque vous avez des patients qui sont confrontés à ça, ça suffit. La réconciliation avec soi-même permet la réconciliation, ou en tout cas la coupure définitive ou une forme de pardon avec l'autre, avec le parent. À partir du moment où on prend en compte que l'extérieur est une projection de soi-même, à partir du moment où vous venez libérer, réparer ce qui a fait souffrir et que c'est transmuté, en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, je ne vais pas dire que l'extérieur compte plus, mais il y a une distance, un détachement qui se fait assez naturellement. Donc peut-être que le pardon passe par le détachement. Détachement, ça ne veut pas dire forcément coupure réactionnelle, parce que la réaction parle d'une émotion, mais plus quelque chose comme peut-être une acceptation. Bon, j'ai souffert, ça s'est passé ainsi, mais voilà, aujourd'hui, je me suis libérée et je comprends mieux le sens de ce que j'ai vécu. Ça me permet aujourd'hui de voir où j'en suis et d'avoir aussi le chemin que j'ai. Mais c'est OK de ne pas pardonner. Tout est OK. À mon sens, il n'y a pas de règle. C'est pour ça que je vous disais, il y a un chemin, il n'y a pas de magie. Si ça se force, le pardon, ce n'est pas du vrai pardon. Donc c'est ça. Du coup, ce serait se mentir à soi-même. Il y a quelque je chose pense qui que n'est pas juste. Moi, j'ai le sentiment, je me trompe sans doute, parce que je fais encore une fois de la psychologie à 2 étages, mais beaucoup de gens se mentent là-dessus. L'expression qui consiste à dire « c'est bon, je t'ai pardonné », est-ce qu'elle est véritablement en conscience ? Est-ce qu'elle est faite dans l'appel du cœur ? J'aimerais bien voir. Oui, je suis assez d'accord. Souvent, c'est un pardon du mental. Après, c'est déjà une première approche. La difficulté, c'est que ça empêche parfois d'aller du coup voir la souffrance, parce que le fait de mettre un pardon empêche d'aller voir aussi les parts qui restent... qui ont besoin d'être réparés et écoutés. Qui sont ces parents qui viennent vous voir ? J'ai tout profil. J'ai des parents qui viennent... Il y a beaucoup pour des enfants hypersensibles ou avec des difficultés pour se poser au niveau du corps, mais sinon j'ai vraiment tout de... Pardon, je vous coupe, mais là c'est pareil. C'est-à-dire les parents viennent avec un enfant en disant voilà, écoutez, je vous consulte parce que mon enfant est hypersensible. Effet miroir, qu'est-ce que ça veut dire chez vous, madame, monsieur ? Exactement. On est d'accord ? Exactement. Donc il faut s'attendre à ça. Exactement. OK. Et puis quand on vient me voir, encore une fois, tout ce qui est l'émotionnel, je pense aussi c'est ce qui attire les personnes, c'est que d'écouter les émotions et des enfants et des adultes. Encore une fois, je travaille sur l'enfant intérieur, donc les parents, je vais me connecter à cet endroit-là directement. Alors ça veut dire que, parce que j'en vois évidemment,
les enfants qui font ces caprices, qui se roulent par terre, ces enfants qui hurlent, ces enfants qui ne peuvent s'exprimer qu'au travers des cris, au travers de ce côté turbulent qui saute dans tous les sens. Effet miroir, ça veut dire quelque chose des parents. Soit ça veut dire comment, en tant que parent, je pose mes limites, comment, en tant que parent, je gère mes frustrations, comment, en tant que parent, je me sens en sécurité dans le lien, parce que, certes, c'est aux parents de sécuriser son enfant, mais en vrai, en tant que parent, il y a aussi sa propre sécurité intérieure qui vient en résonance. C'est évidemment pas à l'enfant de sécuriser son parent, mais quand un parent est pas sécure, il va vibrer insécurité et ça va insécuriser l'enfant. C'est pour ça que c'est vraiment toute une autre gymnastique, j'ai envie de dire, de ce que l'on peut apprendre sur la parentalité qui est éduquée, certes, mais il y a vraiment quelque chose de comprendre de sa propre histoire. Mais ça veut dire que certains il y aura peut-être des commentaires comme ça en disant, mais alors ça veut dire qu'on dédouane l'enfant à chaque fois. L'enfant n'est que le reflet miroir, encore une fois, de son parent. L'enfant a son propre vécu. Seulement, un enfant, il peut pas s'autoréguler tout seul. Évidemment qu'il a sa personnalité. Évidemment, parfois, c'est hyper compliqué. Et évidemment qu'un enfant qui se roule et qui est en colère vient mettre en difficulté un parent. Mais plus je vais être sécure à l'intérieur, plus je vais pouvoir écouter la frustration ou la colère qu'il y a derrière. En général, ça n'a rien à voir avec l'objet. Genre, je suis au supermarché, c'est un jouet, c'est pas ça le vrai problème. Oui, on est d'accord. Mais ça, je peux avoir un espace pour ça à partir du moment où je comprends qu'en fait, ça n'a rien à voir avec avec la scène. Et donc, ça demande vraiment de pouvoir prendre un recul. Mais évidemment qu'on est en interaction et on a deux psychés, on a deux vies en parallèle, mais un enfant, par définition, il ne peut pas s'autoréguler tout seul, il a besoin d'un parent. Et son cerveau, il est encore trop petit au niveau cognitif pour faire des liens et comprendre, dire « Ah tiens, là, il y a papa, maman, il a besoin d'un miroir qu'on lui explique. » Donc, l'expression « sale gosse » n'est pas une bonne expression, elle n'est pas appropriée à un enfant. Non, ni les caprices. La notion de caprice parle plutôt de frustration et parle de quelque chose, mais voilà, c'est quelque chose, voilà, la notion de caprice qui revient, mais ça n'enlève pas que parfois c'est hyper compliqué, que c'est hyper exigeant, mais c'est aussi parce qu'en tant que parent, il y a beaucoup de pression, parce que la société met de la pression, parce qu'à l'école, si un enfant bouge trop, on demande aux parents d'aller voir le psychomote, orthophoniste et tout ce qui va bien. C'est hyper challengeant. C'est pour ça. Votre accompagnement, on le considère comme une thérapie brève ou pas ? Je dirais thérapie humaniste. Est-ce que la thérapie humaine, dans le courant rogérien, parce que c'est ma base, est-ce que c'est thérapie brève Peut-être, j'ai envie de dire, ça dépend de... Ça peut être bref, en tout cas. Ça peut être bref, oui, ça dépend de ce que la personne vient chercher. Ça peut être un conseil, ça peut être sur une situation donnée, ça peut être sur un travail thérapeutique de plusieurs années, puis de revenir, et puis voilà, et puis chacun son rythme, hein, pareil. Oui, il n'y a pas de canevas établi, quoi. C'est ça que je veux dire. J'impose aucun rythme, ni aucune régularité. Encore une fois, chaque personne est maître. Je ne sais pas si il y avait une émission il y a quelque temps sur M6, je ne sais pas si vous vous souvenez de Super Nounou, Super Nana, ou Super Nanny, je sais plus, Super Nanny. Et là, on était face effectivement à des parents complètement démunis, des enfants qui étaient un peu livrés à eux-mêmes et où là, la notion de sale gosse était quand même très souvent présente. Est-ce que vous avez déjà regardé ce genre d'émission ? Non, honnêtement, non. Parce que là, pour le coup, là, c'est des cas d'école. Mais là, on est sur de l'éducationnel. On est vraiment sur le reposer des cadres. J'imagine que oui, c'est ça, reposer des cadres. Mais ce que je veux dire, c'est que le comportement de l'enfant, si on parle de cet effet miroir, on se dit que si ce môme réagit comme ça, c'est que visiblement, il y a quelque chose. Beaucoup d'insécurité. Il y a une blessure, une insécurité chez le parent. Bien sûr. Et même dans la difficulté à poser des limites, la question des limites, elle est extrêmement importante parce qu'elle parle de nos insécurités, mais elle parle aussi de est-ce qu'on nous a posé des limites enfants ou trop de limites ? Est-ce qu'il y a une culpabilité à poser des limites ? Est-ce qu'on a grandi dans un climat où les limites n'étaient pas très claires, où il y avait un peu des confusions de place ? Et c'est tout ça que ça vient interroger. Moi, je trouve ça passionnant. Oui, non, mais on pourrait en parler des heures. Mais c'est vrai que quand on regarde en tant que parent et quand on compare l'éducation qu'on a eue, au-delà de l'éducation extrême comme la vôtre, mais si on est censé avoir une éducation, enfin, vivre dans un cadre plus ou moins sécure. Bon. Et qu'on regarde la nouvelle génération, en tout cas la génération de nos enfants, il y a un monde
entre les deux. Laquelle était la bonne? Est-ce que l'éducation que nous avons eue et les fondamentaux avec nos blessures et nos ceci et nos cela étaient meilleurs que ce que l'on inculque aujourd'hui avec cette dimension parfois de l'enfant roi où on laisse un peu tout faire, même dans des systèmes éducatifs d'éducation nationale, de ces écoles spécialisées où on en fait des enfants qui sont libres de tout faire? Je crois qu'il y a aussi une dimension sociétale, c'est qu'à l'époque, on ne demandait pas la vie aux enfants. On imposait un cadre, mais du coup, il n'y avait aucune prise en compte de l'individualité de l'enfant qui était coupé de ses émotions et qui devenait des adultes très dans la pensée, mais pas forcément très heureux. On est aussi dans un monde qui s'éveille, où il y a de plus en plus la présence de la part émotionnelle, du développement personnel. Enfin, maintenant, il y a plein de livres. Je crois que la plus grande difficulté, c'est qu'on demande aujourd'hui à des parents qui ont eu une éducation comme nous avons eu, avec des parents qui n'étaient pas à l'écoute des émotions, et on demande à ces parents d'écouter des émotions alors qu'eux-mêmes n'ont pas appris à écouter ces émotions. Et je crois très sincèrement que c'est ça la difficulté. C'est comment je peux écouter les émotions de mon enfant alors que moi, à aucun moment, on est venu m'écouter. D'où la frustration, la colère, l'injustice que ça peut venir réveiller chez un parent. Et tout ce que je te donne. Et je reviens sur la question de l'enfant roi. Ça aussi, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension du phénomène de l'éducation positive, etc. L'idée, c'est pas de poser le cadre, de pas poser une écoute et de pas poser un cadre. C'est pas d'écouter, de dire oui à tout. C'est pas du tout ça. Si j'entends ce que tu me dis, mais en fait, c'est non. Parce qu'il y a des règles, mais néanmoins, j'entends ta frustration. C'est pas, t'es frustré, mince, attends, on va négocier, parce qu'alors là, l'enfant sent l'insécurité et il s'engouffre inconsciemment, bien évidemment. C'est là toute la nuance, c'est je t'entends parce que tu existes en tant que petit être, mais néanmoins, non, c'est non. Mais tout comme nous, quand on va... Bon, je suis en libéral, mais quand on a un patron, en fait, quand il y a un cadre, non, c'est non. Pas beaucoup d'écoute forcément émotionnelle, ce qui est problématique, mais ce serait l'idéal. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui cherchent une dimension de bien-être, voire spirituelle, au sein de leurs équipes, parce qu'ils ont bien compris la nécessité du bien-être au travail. Et sur un plan inconscient, la structure de l'entreprise correspond à la structure des familles. C'est-à-dire que les chefs, souvent, sont associés à papa, maman. Donc, on rejoue avec nos chefs la manière dont on a été... en tout cas, le c'était mieux avant, non. Pas nécessairement. Ah non, c'était pas mieux. Non, on n'écoutait pas les émotions des enfants et on n'honorait pas leur vie, me semble-t-il, à la hauteur de ce qu'elles sont, en les laissant vivre leur propre chemin de vie. Sauf qu'aujourd'hui, parfois, on a le sentiment que quand on écoute les émotions, on a tellement écouté les émotions qu'on est tombé dans le système inverse, voire dans l'opposé, où ça devient tout et n'importe quoi. On ne se serait jamais permis un dixième de ce que font les enfants aujourd'hui. Parce qu'on les écoute mal, les émotions. Je me permets. Oui, bien sûr. C'est pas ce que je vous disais, c'est pas tant d'écouter sans cadre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre. La majorité de la population est insécure. C'est-à-dire que statistiquement, quand on regarde les styles d'attachement, en fait, la moitié de la population est insécure. Donc, comment, quand on est insécure, on peut sécuriser un enfant? C'est pour ça que je vous dis, écoutez les émotions quand soi-même on est en insécurité. On vibre insécurité, c'est inconscient. Encore une fois, on peut pas ne pas transmettre 90% de ce qu'on transmet. L'enfant, il capte l'insécurité. Il capte pas ce qu'on lui explique intellectuellement. Son fiche, son cerveau est trop petit, comme je vous l'expliquais. Et lui, il va capter, c'est les émotions. Il va se sentir exactement là où il faut pas aller. Eh bien, ils savent exactement appuyer sur la faille, les enfants. Parce qu'ils ressentent. Donc, plus c'est sécure, d'où l'idée de la parentalité intérieure, c'est que plus on apprend à être sécure avec soi, plus on peut poser le cadre. Et parce qu'on est sécure et ancré, plus en fait l'enfant sent qu'il ne peut pas aller à un endroit. C'est inconscient, c'est presque énergétique. C'est ce fameux effet miroir dont vous parlez qui fait que ça se concrétise. Et que là, il y a entre les deux mondes que vous décrivez, c'est qu'on passe d'un monde à un autre, mais sans pont, sans explication. Et c'est là où c'est extrêmement challengeant pour les parents, c'est qu'ils n'ont pas appris à être en empathie avec eux-mêmes parce qu'on effet miroir, les parents ne leur ont pas montré. Bien sûr. Et on leur demande d'être empathique. Mais évidemment que c'est compliqué. Comment je peux aimer de manière inconditionnelle, sans attente, alors que moi-même, j'ai pas été aimée de manière inconditionnelle? Forcément que je vais projeter, je vais attendre des choses. Parce que moi, quand j'étais petite, on a attendu plein de trucs de moi et je fais tout bien comme il faut. Donc, c'est quoi cette histoire? C'est ça, oui, bien sûr, bien sûr. D'où l'injustice et la colère et puis l'épuisement. Ça fatigue de vouloir tout bien faire. Vous êtes maman? Non,
pas encore. Enfin, non, je reviens sur ce que je... C'est pas juste ce que je viens de dire, pas juste du tout. Ça aussi, ça a été tout un chemin intérieur par rapport à mon IVG. Ouais. Ça a été, dans mon histoire, l'un des plus gros traumas que j'ai vécu, parce que ça s'est fait dans une extrême violence avec un médecin très culpabilisant. J'ai évidemment pas été accompagnée par des parents sécures à ce moment-là. Ça s'est fait dans la violence. Bon, je vous passe tous les détails. Et à un endroit, j'ai senti la conception, tout en l'aniant, parce qu'à l'époque, je comprenais pas tout ce qui se passait, tout en comprenant. Enfin, vous voyez, c'est là où c'était assez délicat. Et en même temps, ça m'a ouvert une dimension d'amour pour cet enfant, tout en le rejetant et en n'en voulant pas. Vous voyez, dans tout ce paradoxe. J'ai rejoué ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine avec ma mère. Ça, je l'ai compris bien plus tard. Et ça a été extrêmement douloureux parce que j'ai le fait dans interruption volontaire de grossesse, il y a volontaire. C'était pas une volonté d'interrompre cette grossesse, c'est que j'avais 15 ans. Et puis, c'était un acte d'amour. Qu'est-ce que je pouvais faire avec un enfant? J'étais déjà moi-même une enfant à ce moment-là. Et ça a été vraiment, mais alors, un long chemin. J'ai mis beaucoup de temps à aller voir cet endroit. Beaucoup de temps à réparer et à libérer cette culpabilité d'avoir tué un enfant. J'insiste, je n'y mets pas de côté religieux. C'est juste dans moi mon ressenti. Et c'est grâce à une constellation familiale où en fait, elle a replacé donc les membres de ma famille, ma sœur jumelle que j'ai perdue dans la vie intra-utérine. Ouais. Et cet enfant, Clément, pour le nommer. Et en fait, j'ai senti intérieurement que ça me légitimait dans mon rôle de maman parce que moi, je me suis sentie mère, profondément mère, mais d'un enfant invisible. Et dans l'énergie, dans ma filiation, il est là. Et demain, dans l'enfant que j'accueillerai, il y a eu un enfant avant. C'est extrêmement important. Donc, j'enlève quand j'ai dit un nom un peu rapide parce que j'ai dans mon cœur, en tout cas, je me sens profondément mère. Et d'ailleurs, beaucoup, au travers notamment des constellations familiales ou d'autres approches, disent à quel point il est important de lui donner un prénom et de le nommer officiellement. Et que même si vous avez le bonheur d'avoir un autre enfant, ce sera le deuxième. Exactement. Même si, physiologiquement, il a la place du premier. Exactement. Toute la difficulté aussi pour les femmes, pour les fausses couches, parce que là, c'était un IVG, c'est tout à fait... Ou une perte d'un bébé en cours de grossesse, même les IMG, les interruptions médicales, de pouvoir donner la légitimité. Les proches, souvent, en parlent plus et oublient vite ou veulent oublier vite parce que c'est parfois compliqué. Et il y a un peu la croyance que la souffrance est aussi en lien avec la durée de vie du bébé. Mais en fait, moi, ça a été 2 mois, mais je vous dis, ça a été le plus gros trauma qui a été le plus difficile à libérer pour quelqu'un qui a porté la vie, même pour le père, par ailleurs. Ça ne se qualifie pas en nombre de semaines, c'est l'intensité du lien qui se crée à ce moment-là. Enfin, en tout cas, dans mon expérience. Vous serez une super maman. Merci beaucoup, je me le souhaite. Et je vous le souhaite, vraiment, de tout cœur. L'empathie, une parentalité du cœur, une relation plus consciente et authentique. Oui. Voilà ce que vous préconisez au travers de votre approche corporelle, émotionnelle, psychologique, énergétique. On a vu que votre approche est globale. Exactement. Et qu'il ne s'agit pas, comme d'ailleurs beaucoup de psychologues, et ce n'est pas pour jeter la pierre, mais peu de psychologues ont cette approche dans la globalité, je trouve. Oui, c'est vrai. Jusqu'à la dimension spirituelle dont on a parlé. Oui, parce que à l'université, déjà, il n'y a pas du tout d'ouverture. On est sur de la psychanalyse, en France en tout cas. Et moi, c'est vraiment à travers mon chemin intérieur. Et j'ai appelé ça la méthode 4C pour juste la formater. Et dans cette méthode, il y a 7 modules où on part de la sécurité intérieure qui, à travers notre racine, pour ça je parle aussi de l'énergétique, jusqu'à la dimension plus spirituelle, la couronne. Et c'est vraiment réaligner à travers différentes thématiques, l'amour de soi, l'estime de soi, la créativité, la sexualité. Ça aussi, c'est tout un sujet, la sexualité, aussi dans la manière dont ça nous a été transmis, pour pouvoir être le plus aligné possible. Pour terminer, Marion, 2 questions. La première, quand vous allez faire vos courses et que vous voyez un enfant pénible à souhait, est-ce que vous avez un réflexe, un automatisme professionnel en vous demandant
en regardant les parents et en cherchant l'effet miroir de cet enfant qui est insupportable? Non, l'instinct direct, c'est d'être dans l'empathie, de ressentir tout de suite le pauvre gamin. Ouais, mais ça, je ressens les émotions des gens, ça me dépasse et c'est spontanément. Et c'est aussi ce qui m'aide c'est d'avoir développé cette hypersensibilité, ce qui fait que très vite je sens l'émotion chez l'enfant. Ouais, c'est ça. Et chez le parent, ce qui fait que c'est un pont beaucoup plus facile. Donc dans le réflexe est plus tourné sur. Je reste très centrée sur la protection. À la caisse du supermarché, il y a toujours le môme qui va bien et qui est là, qu'on a envie de dire, dis donc, ça va 2 minutes, toi. Hein. Hé, oh, tu peux arrêter 2 minutes là? Après, je mets un casque. Donc L'Académie du cœur. L'Académie du cœur, oui. C'est vous avez créé ça? Oui, un appel j'ai ressenti le besoin, le désir de transmettre. Parce que je vous transmets là à travers cette méthode en e-learning et en accompagnement. J'ai appelé ça Labo du cœur pour expérimenter en groupe l'empathie, parce que ça s'apprend. Parce qu'encore une fois, même adulte, on peut réactiver nos neurones miroirs et développer cette empathie pour, j'espère, au-delà de la parentalité extérieure, mais un monde plus conscient. Et plus on sera chacun en conscience, plus on va toucher les cœurs et voilà, donner des petites graines. En tout cas, c'est l'essence de l'Académie du cœur. Et puis, dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez je pose la question à tout le monde à chaque fois, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, de cet échange? Ce qui me vient tout de suite, c'est que c'est possible. C'est vraiment possible. Là où je viens, je ne veux pas faire de d'être dans la misère, mais en tout cas, c'est vraiment possible. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Ouais, vraiment. Je dis pas que c'est facile. Ça demande un engagement envers soi-même, mais en tout cas, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Et que quand les personnes ne veulent pas aller voir l'enfant intérieur parce que, je ne sais pas ce qu'on vous a dit là, je pense qu'il y a un rejet peut-être à aller voir de soi-même. Pourquoi je ne peux pas aller voir? Pourquoi je rejette tout de suite l'enfant intérieur si je ne l'ai pas expérimenté? Voilà. Donc c'est vraiment d'aller voir, c'est pas grave. Moi j'ai mis 5 ans avant d'aller voir la petite Marie. J'ai mis 5 ans. Donc il y en a qui ils vont beaucoup plus vite que moi. Mais moi, de par mon chemin, c'était impossible. Donc, mais c'est possible, ça m'a demandé du temps. Et puis encore une fois, attention avec qui on le fait. C'est-à-dire qu'on peut trouver, c'est comme quand on choisit un psy, on peut en faire 12 avant de trouver le bon. Bien sûr. Donc l'accompagnant est quand même essentiel. Et vous avez la personne qu'il vous faut en l'occurrence. Merci beaucoup Marion. Merci beaucoup Marc. Merci, c'était passionnant de vous entendre. Merci pour votre expertise. Le site internet, vous avez vu d'ailleurs quelques exemples que nous a mis Mathis pendant l'émission. Il est là, on le met d'ailleurs en plein écran. Et je sais que vous allez commenter cette émission avec bienveillance comme toujours. Vous allez partager aussi. Et puis évidemment, l'idée c'est de surtout éviter la culpabilité. Ah oui. Oh, après cette émission, j'ai écouté, mon Dieu, c'est moi le problème. Ah non, et j'insiste, la culpabilité, elle parle de notre histoire et de l'enfant intérieur. On fait tous comme on peut et on est tous sur un chemin d'éveil, et les enfants et les adultes. Donc, j'insiste sur le message, c'est vraiment pas, vraiment pas le message. On se détend. Merci infiniment, Marion. Merci. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À bientôt.